Que le tabac soit mauvais pour la santé, en particulier pour le cœur et les poumons, ça, tout le monde le sait. Il est à l'origine de 78 000 décès par an en France. Et les femmes ont longtemps pensé que même fumeuses, côté cœur, eh bien, elles étaient protégées par leurs hormones. Eh bien, il n'en est rien. En fumant, les femmes perdent leur protection et chez elles, les infarctus surviennent de plus en plus tôt. Alors, comment agit le tabac sur le cœur et les vaisseaux des femmes? A-t-il plus d'impact chez elles que chez les hommes? Pourquoi les frappe-t-il à un âge auquel on ne s'attend pas du tout? Eh bien, à toutes ces questions, c'est un cardiologue, je dis bien un cardio, qui va vous répondre. Daniel Thomas, bonjour. 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 Oui, alors je sais, j'ai fait une entorse à la règle de cette émission qui est d'accueillir que des femmes. Mais Daniel Thomas s'intéresse depuis très longtemps au tabac en cardiologie et il est d'ailleurs le porte-parole de la Société francophone de tabacologie. Donc il était la personne à inviter pour cette émission. Alors la première chose dont on va parler, c'est la progression du tabagisme en France chez les femmes. Pourquoi elles se mettent à fumer comme ça de plus en plus, Daniel Thomas ? Je pense qu'elles se mettent à fumer de plus en plus parce que l'industrie du tabac les a incitées à fumer. Et je pense qu'il y a également le côté parité, c'est-à-dire qu'on veut faire un peu comme les hommes. Et donc elles se sont mises de plus en plus à fumer. Actuellement, il y a en France environ 28% de femmes qui fument au quotidien. Et c'est une progression très importante puisqu'elles n'étaient que 18% à fumer en 1980. Alors que les hommes, eux, qui étaient gros fumeurs, sont moins fumeurs actuellement. Et maintenant, alors, elles sont... moi, j'ai le chiffre de 75% de femmes qui est... une progression de 75%. Alors, la progression en nombre de femmes fumeuses, effectivement, depuis 1980, est de plus de 75%, alors que les hommes ont diminué d'un quelques pourcents. Donc, on est vraiment avec une progression particulière chez les femmes. Mais les hommes sont toujours les plus grands... ils sont plus nombreux. Les hommes sont toujours un petit peu plus nombreux à fumer. Mais disons, les femmes ont pratiquement à la parité, et en particulier chez les femmes les plus jeunes ou les femmes d'âge moyen, celles qui arrivent justement aux âges où on peut commencer à faire les accidents cardiovasculaires. Et ailleurs en Angleterre, par exemple, je veux dire en Europe, c'est la même chose ou pas? Alors justement, c'est là où il y a un contraste important, c'est qu'on est le pays d'Europe où la progression chez les femmes est tout à fait particulière. Et la plus importante, vous voulez dire? La plus importante, d'une part, et surtout que dans les autres pays, elle diminue. En Angleterre, les femmes qui fumaient dans des proportions très importantes il y a 30 ans ont diminué pratiquement de moitié. Il y a moitié de fumeuses par rapport à il y a 30 ans, alors qu'en France, on a progressé de 18 à 28%, comme je viens de le rappeler. Pourquoi? Parce que alors, je suppose que les lobbies du tabac impriment leur force aussi bien en Angleterre qu'ailleurs. Sauf que la politique de contrôle du tabac et de prise en charge des fumeurs en Angleterre a été particulièrement importante. Et donc, ceci explique cela. Alors qu'en France, je pense qu'on n'est pas tout à fait, effectivement, dans une prise en charge optimale de ce tabagisme et du contrôle du tabac. Vous voulez dire que c'est en qualité des messages ou en quantité, en ténacité? La façon dont le corps médical également s'occupe des fumeurs, et qui est certainement encore insuffisante. C'est un facteur. Parmi les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est le facteur qui est, disons, le plus négligé par les médecins. Ce que beaucoup de cholestérol, ce que beaucoup d'hypertension. On va y arriver. Je voudrais juste rester sur ce problème de tabagisme. Est-ce que quand même en France, il y a un peu d'espoir? Est-ce que les courbes s'inversent un petit peu? Alors, elles commencent à s'inverser pour les femmes les plus jeunes. Oui. Par contre, les femmes qui sont d'âge moyen ou plus âgées continuent à fumer, et beaucoup plus que les hommes. Elles s'arrêtent moins que les hommes. Qu'est-ce que vous voulez dire, âge moyen? C'est-à-dire que les femmes qui sont entre 35 et 65 ans, finalement, sont toujours plus fumeuses que les générations précédentes. Et comme elles arrivent dans les âges où on est susceptible de faire les maladies cardiovasculaires, eh bien, il y a une progression très très importante de ces pathologies chez les femmes de ces âges-là. Et chez les jeunes, parce qu'on voit des courbes assez hautes chez les jeunes. Alors les jeunes, j'entends à partir de 15-16 ans, c'est ça? Eh bien, à 15-16 ans, les filles et les garçons fument à peu près autant. Dans les enquêtes de la Fédération française de cardiologie sur les ados de 10 à 15 ans, on avait même un petit peu plus de filles qui avaient déjà touché à la cigarette que de garçons.
Et alors l'avènement, entre guillemets, du paquet neutre, vous pensez que ça va changer quelque chose? Alors, le paquet neutre est un des éléments de lutte contre le tabagisme. En l'occurrence, le paquet neutre vise essentiellement à protéger les jeunes, parce que le paquet, avec sa couleur pas très intéressante et ces images qui couvrent maintenant la majorité du paquet, sont quelque chose qui n'est pas très attirant, alors que le marketing du paquet, sur lequel comptait l'industrie du tabac dans le temps, avait quand même une attirance particulière pour les jeunes. Surtout chez les femmes, parce qu'ils ont sorti des paquets qui allaient très bien dans les sacs. Particulièrement attractifs, particulièrement glamour, et qui faisait que c'est vrai que le paquet était, jusqu'à présent, dans la mesure où il y avait plus de publicité directe pour le tabac, était la meilleure publicité pour le tabac. Et ceci disparaît. Donc on espère que le paquet neutre va surtout avoir une influence, pas chez le fumeur d'un paquet par jour et qui est très dépendant, mais chez les jeunes pour qu'ils ne commencent pas ou qu'ils arrêtent très rapidement de fumer. Et alors les messages horribles qu'il y avait sur toujours les paquets, qui existent toujours sur les paquets, à savoir le tabac tue, des images de poumons in vivo, je dirais, où le cancer se déploie, c'est efficace ou pas? Alors, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la simple raison, c'est que ça fait partie de l'information que l'on doit aux fumeurs. C'est une information c'est la moindre des choses. Oui. C'est la moindre des choses. Ça paraît même toujours un petit peu bizarre que l'on vende quelque chose sur lequel il y a marqué qu'il tue, puisque tous les autres produits qui seraient vraiment totalement néfastes et sans aucun bénéfice seraient proscrits. Bon, il n'est pas question, effectivement, d'interdire la vente du tabac, parce qu'on sait que ça ferait quelque chose comme la prohibition aux États-Unis dans le temps, mais c'est une information qui doit toujours être présente et largement diffusée, même si le fumeur ne la regarde plus sur son paquet de cigarettes. Et d'ailleurs, il le sait. La problématique du fumeur, c'est pas de savoir que le tabac tue ou donne des maladies, c'est de se motiver par rapport à cela et surtout trouver d'autres éléments de motivation pour sortir du tabac. Vous pensez que les femmes sont plus sensibles aux messages de prévention ou aux images dissuasives comme ça ou pas? Oui et non, c'est difficile à dire. Je pense que c'est pareil, c'est comme pour les hommes. D'ailleurs, les messages qui sont les plus motivants ne sont pas forcément les messages qui sont alarmants. Ce sont plutôt les messages qui font percevoir aux fumeurs que sortir du tabac va lui apporter des bénéfices, mais des bénéfices qui ne sont pas forcément par rapport au risque et par rapport à sa santé, mais par rapport à d'autres thématiques qui sont, je ne sais pas, celui qui fait du sport, d'avoir un meilleur souffle, une meilleure compétitivité, d'avoir... Le teint pour les femmes. Ou de le faire pour des raisons plus affectives, en fait, et qui sont plus motivantes pour son entourage, pour son conjoint, pour ses enfants. Et là, on a des leviers qui sont beaucoup plus importants, en définitive, que la peur de la maladie, qui est quelque chose d'un petit peu plus virtuel, et qui fait qu'on pense que c'est plutôt pour les autres et pas pour soi. Tout à fait. Une attitude très classique. Alors, on va revenir sur les facteurs de risque que vous commenciez à aborder. Le tabac et cœur et vaisseau, il se situe dans l'échelle des facteurs de risque qu'on connaît bien, obésité, diabète, hypertension, cholestérol, je ne sais plus si je l'ai dit, pas. Quelle est la place du tabac dans ces facteurs de risque? La place du tabac est majeure. La place du tabac est majeure pour deux raisons. D'abord parce qu'en termes d'affection, de maladies et de décès, je veux dire que c'est le facteur qui va peser aussi lourd que le cholestérol, par exemple. C'est le premier, on peut le classer comme étant... C'est le premier, surtout chez les sujets les plus jeunes. C'est le deuxième aspect, c'est que le tabac a la particularité dans les facteurs de risque, c'est de frapper tôt. Quand je dis frapper tôt, ce sont des gens qui font des infarctus du myocarde dans la trentaine, dans la quarantaine, à un âge où on ne doit pas faire l'infarctus du myocarde si on n'a pas par ailleurs un facteur de risque dominant très fort comme une hypercholestérolémie familiale ou un diabète précoce. Donc le tabac tue précocement. Il tue tôt. Alors pourquoi il tue? Qu'est-ce qu'il y a de toxique dans le tabac? Alors, pourquoi il frappe tôt? Pourquoi il frappe tôt? Pourquoi il frappe tôt? Eh bien, tout simplement parce que les mécanismes sont différents des mécanismes des maladies cardiovasculaires liées au cholestérol ou à l'hypertension, pour lesquels il faut le temps. Pourquoi? Parce que ces deux facteurs agissent essentiellement sur la formation des plaques d'athérosclérose, c'est-à-dire que ces plaques qui rétrécissent les artères et qui font qu'elles vont se boucher. L'hypertension et le cholestérol. L'hypertension et le cholestérol et le diabète. Voilà. Bon.
Le tabac agit de façon totalement différente. Le tabac agit sur la coagulation sanguine et va créer la formation de caillots dans une artère qui souvent est quasiment saine. Il y a toute petite lésion qui n'aurait jamais... Il n'y a pas besoin de rétrécissement. Il n'y a pas besoin de rétrécissement. Une artère avec une petite lésion qui n'aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu de tabagisme va être le point d'appel à la formation d'un caillot qui va boucher l'artère et créer l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral ou l'accident au niveau d'une artère. C'est presque immédiat quand on fume alors, Exactement. Et ce sont des mécanismes qui sont extrêmement sensibles. Le deuxième point très très important, c'est que un petit tabagisme, quelques cigarettes, même le tabagisme passif, puisque c'est interdit de fumer dans les lieux publics, c'est justement pour cela, peut donner les mêmes mécanismes et de façon tout à fait identique au fait de fumer plus. C'est-à-dire que ces mécanismes sont extrêmement sensibles et peuvent survenir pour de petites consommations. Oui, donc, il n'y a pas d'effet cumulatif. Alors, l'effet cumulatif, il est sur l'effet sur les artères. Oui, à long terme, on l'a dit. Le tabac a également un effet sur les artères, participe à ces plaques par l'inflammation, par l'oxydation des lipides qui va favoriser la formation de ces plaques. Donc, le tabac intervient sur la formation des rétrécissements artériels. Mais le tabac intervient surtout précocement avec ces histoires de coagulation, de formation de caillots qui bouchent les artères. Mais ma question, c'était, est-ce que en fumant une cigarette, je risque de faire un caillot? Alors, le problème, justement, c'est ce que souvent nous disent les fumeurs, ils disent, mais attendez, mais pourquoi je fais cet accident maintenant? Oui, voilà. Ouais. Alors, il y a certainement des conjonctures et des cumuls de circonstances qui font qu'à ce moment-là donné, le phénomène de coagulation dont je viens de vous parler peut se produire. Et en particulier, il y a des phénomènes inflammatoires qui sont propres au tabac dans toutes les localisations, dans toutes les pathologies, que ce soit le cancer, la bronchopathie chronique, les maladies vasculaires. Le tabac est inducteur d'inflammation. Et cette inflammation est déstabilisante pour les plaques. C'est-à-dire que ces plaques qui sont tout à fait tranquilles et qui ne bougent pas l'artère à proprement parler, peuvent se fissurer et créer le point d'appel à ce caillot. Et là, le tabac est là pour justement favoriser cette coagulation et boucher l'artère. Et on parle aussi de spasmes qui l'entraînent sur les artères. Alors, le deuxième mécanisme, et ça explique également les accidents précoces et les symptômes chez les fumeurs par rapport aux maladies coronaires en particulier, c'est que le tabac perturbent la capacité de nos artères à se dilater et en particulier induisent au niveau des artères des spasmes. C'est-à-dire que les artères se rétrécissent pas à cause des plaques qu'il y a sur les parois, mais se rétrécissent parce qu'elles se spasment. Et donc ça favorise également la formation de caillots. Et donc c'est les deux mécanismes qui interviennent dans les accidents vasculaires. Alors à vous entendre, on a l'impression que c'est un petit peu du tout ou rien, à savoir qu'il faut un spasme et donc un caillot qui se forme. Il n'y a pas donc de maladie coronaire avant, il n'y a pas de signe prémonitoire avant. On fait d'emblée un infarctus, on n'a pas de douleur. C'est la particularité de l'infarctus du fumeur, c'est un infarctus, comme on dit, inaugural. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé avant, il n'y a jamais eu de douleur, il n'y a jamais eu de symptômes. Et tout d'un coup, le fumeur fait son infarctus à 35, à 40, à 45 ans, voire plus tard, parce que bien entendu, les sujets les plus âgés ne sont pas exempts de risques par rapport au tabac. Mais c'est totalement inattendu et ça s'explique justement par le mécanisme. D'accord. Et son pronostic alors justement, comme il n'y a pas de plaque, on se dit la coronaire, elle est presque normale. Le pronostic peut être soit dramatique parce que justement les réseaux d'artères ne sont pas préparés à une obstruction brutale et donc à ce moment-là il y a des gros dégâts au niveau du cœur, voire des morts subites. Soit, au contraire, les choses sont prises de façon extrêmement précoce et on arrive à déboucher l'artère, c'est-à-dire retirer, dissoudre le caillot ou l'aspirer, le retirer. Et à ce moment-là, effectivement, le réseau est nickel. Et si le sujet ne refume pas, parce que sinon il va se remettre dans la même situation, eh bien son pronostic est très bon. Oui, il n'y a pas d'effet cumulatif. Alors, à moyen terme, on est bien d'accord. Il y a des effets cumulatifs si on reste fumeur. Oui, parce qu'il va y avoir les lésions artérielles. Mais si on reste fumeur, on peut refaire effectivement le caillot et refaire l'accident. Ah oui, bis repetita. Donc, il est fondamental, et dans la prévention secondaire, comme on dit, c'est-à-dire celle qu'on fait après un accident, c'est la priorité des priorités chez le fumeur, c'est d'arrêter de fumer parce que c'est ça qui va conditionner son avenir. D'accord. Alors là, on parle des artères coronaires, les artères du cœur. Est-ce que ça touche, ce dont on parle, ce spasme, ce problème de coagulation, touche aussi d'autres artères? Et je pense à celle du cerveau. Alors, tous les territoires artériels sont concernés par les accidents liés au tabac.
Donc on peut faire un accident vasculaire cérébral. Un accident vasculaire cérébral chez un sujet jeune et dans des proportions très importantes liées au tabac, et les neurologues le savent. C'est-à-dire que maintenant, quand ils voient des sujets jeunes, il y a des causes très particulières des accidents neurologiques chez les sujets jeunes, des accidents vasculaires neurologiques chez les sujets jeunes, mais le tabac est vraiment le facteur le plus important, comme pour les coronaires. Et puis, c'est vrai également pour d'autres artères. Pour les artères de jambes, on sait que l'artérite, cette atteinte des artères des jambes, est très très spécifique des fumeurs et c'est certainement le premier facteur de risque pour cette localisation. Alors l'artérite, ce sont des plaques cette fois-ci, c'est du alors mauvais... ce sont des plaques et des occlusions également par les caillots. Par les caillots, l'ischémie aiguë, c'est-à-dire que une artère de jambe qui se bouge brutalement, ça peut être une embolie qui vient d'ailleurs, mais ça peut être aussi un caillot qui se forme sur des lésions des artères des membres inférieurs. Alors, est-ce que le tabac a un impact? Là, je reviens de façon globale à cet effet donc c'est essentiellement un effet cardiovasculaire. Il y a une chose quand même qu'on a oublié de dire et de noter, c'est l'effet sur le poumon. Bon, mais c'est un petit peu différent, mais c'est concomitant. Alors, l'effet sur le poumon est disons, indépendant, bien entendu, de l'effet cardiovasculaire. Certains individus vont faire plus volontiers des complications vasculaires, d'autres la bronchopathie chronique, d'autres le cancer ou les cancers, parce qu'il n'y a pas que le cancer du poumon, il y a plein d'autres cancers qui sont liés au tabac, et avec des susceptibilités individuelles qui font qu'ils ne font pas forcément on fait pas les deux ou les trois. Pas ils peuvent. Double peine. Le fumeur peut avoir la double peine, bien entendu. Hein, mais c'est rare, ça, c'est relativement rare. En fait. Enfin, c'est rare. C'est-à-dire que ça dépend pas de si on le regarde par la spécialité, on a l'impression que c'est rare. Mais si on voit le parcours, si on voit le parcours des gens, vous savez, moi j'avais un chirurgien vasculaire qui se faisait opérer des carotides qui me disait, mais c'est bizarre parce que finalement, il meurt pas de ça, il meurt d'un cancer du poumon. Bon, donc c'était. Oui, il y avait les doubles peines quand même. Ils avaient la double peine. Alors il y a une question quand même qu'on se pose beaucoup, c'est à tabagisme égal, est-ce que la femme est plus fragile, plus sensible que l'homme? Alors il semble effectivement qu'il y a de cumul d'études analysées tout ensemble qui semblent montrer qu'à tabagisme égal, une femme a à peu près 25% plus de risque qu'un homme de faire une complication cardiaque, coronaire, donc d'infarctus. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas totalement expliqué. On peut le c'est dire beaucoup, 25% quand même. Oui, c'est relativement beaucoup, mais bon, je veux dire que ça souligne quelque part le concept inverse du paradigme que la femme est protégée sur le plan cardiovasculaire. Quand elle fume, elle est encore moins protégée, d'une part parce qu'elle est fumeuse, et d'autre part parce que, du fait de son tabagisme, elle risque encore plus que les hommes de faire une complication cardiaque. Parce qu'il y a les renforceurs, je dirais, de risque quand même, qu'est la pilule. Alors c'est un peu différent, c'est la trompe, c'est différent, mais caillots, c'est important d'en parler. On parle souvent de... Et d'ailleurs, les femmes pensent que si elles ne prennent pas la pilule, elles n'ont rien à craindre du tabac, ce qui est faux, bien entendu. Et quand elles fument, elles n'osent pas prendre la pilule, et ce qui est logique, puisque ça renforce notablement le risque de faire des accidents. Bon, mais il ne faut pas se tromper de cible. Quand il y a tabac et pilule, le responsable essentiel, c'est le tabac. La pilule en elle-même, je veux dire, donne des complications en termes de coagulation qui sont relativement faibles, voire très faibles. Et sinon, d'ailleurs, on ne l'utiliserait pas si c'était rédhibitoire en termes de prévention des grossesses. Donc la pilule en elle-même n'est pas un facteur, en particulier chez les femmes jeunes. Alors au-delà de 35 ans, c'est différent. La pilule commence à avoir des complications potentielles cardiovasculaires qu'il faut mieux l'éviter au-delà de cet âge. Mais le cumul avec le tabac, y compris chez les sujets jeunes, renforce très notablement le risque d'accident. Mais le coupable, c'est le tabac. Donc quand tabac et pilule, ce qu'il faut arrêter, ce n'est pas la pilule, c'est le tabac. Entendez-le bien. Et même un tabagisme très petit, je dirais. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de petit tabagisme. 1, 2, 3 cigarettes quotidiennes suffisent à créer ces lésions. Exactement. Ça, c'est un message important. Exactement, c'est un message très important parce que, comme je l'expliquais, les mécanismes, en particulier ces mécanismes sur la coagulation ou sur le spasme des artères, sont des mécanismes qui interviennent pour des expositions extrêmement faibles. Ils interviennent même pour des non-fumeurs exposés à la fumée des autres. Et c'est pour ça qu'on interdit de fumer dans les lieux publics. C'est parce que ça protège les non-fumeurs du risque d'infarctus qui était lié à cette exposition à la fumée des fumeurs. Alors, petit tabagisme, tout de suite, vous allez nous demander des chiffres, c'est 3, 4, 5.
Même à partir de... C'est zéro. Ah, c'est zéro, même, c'est zéro. C'est zéro. Il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire quand on regarde la courbe, quand on regarde la courbe de risque par rapport à la consommation, c'est une courbe extrêmement abrupte. C'est-à-dire que pour une exposition à une cigarette ou à quelques cigarettes, vous avez déjà une augmentation de risque de l'ordre de 30 ou 35%. Vous êtes exposé à la fumée des autres, vous avez à peu près le même risque que ces quelques cigarettes. Donc le risque pour se protéger des risques liés au tabac, c'est 0 cigarette. Il n'y a pas de petit fumeur. C'est clair. Le petit fumeur est à risque, alors certes moins que celui qui fume 40 cigarettes par jour. Oui, quand même. Mais il est à risque par rapport à celui qui ne fume pas, qui est très important déjà. Et vis-à-vis du poumon, c'est un peu différent. Bon, vous êtes cardiologue, vous n'êtes pas pneumo, mais vis-à-vis du cancer en général, plus que la quantité, c'est la durée qui va compter. Pour le poumon, hein, vous dites, oui. Pour le poumon. Plus que la quantité même. Plus que la quantité. Les années de tabac. Bon, les cancers du poumon, on commence à les voir après 15, 20, 25 ans de tabagisme. Les infarctus, on peut les voir, comme je vous l'ai dit, à partir de la trentaine, chez des fumeurs qui ne sont pas des gros fumeurs. Donc on est dans un contexte un petit peu différent. Dans les deux cas, de toute façon, le message fort, c'est d'arrêter tôt. Arrêter tôt, pourquoi? Parce que ça permet d'éviter les accidents vasculaires précoces et surtout, ça vous protège de faire un cancer ou une bronchopathie chronique qui va plutôt être un effet de durée. La bronchite aussi, la bronchite chronique, c'est un effet de durée. Oui, bien sûr. Alors, la grossesse, il faut parler, enfin, on ne peut pas ne pas parler de la grossesse. Grossesse et tabac, alors c'est quand même un petit peu passé dans les mœurs, je dirais. Les femmes font un petit peu attention aux consultations. Non, vous n'avez pas l'air d'accord? Tout est relatif, tout est relatif. Il y a encore actuellement 20% des femmes qui fument pendant la grossesse. Donc ça veut dire que le message par rapport au fait que le tabac est extrêmement toxique pour le fœtus et pour l'avenir de cet enfant que porte cette femme n'est pas passé. Et parfois, il n'est même pas passé, et parfois les médecins disent des énormités, c'est-à-dire disent continuez à fumer quelques cigarettes parce que sinon vous allez être trop stressé. C'est une aberration totale. Oui. Je veux dire que c'est vraiment, il ne faut plus entendre ça. Il faut que les femmes sachent que, et on vient de l'expliquer, une exposition sur le plan cardiovasculaire, même minime, est délétère, c'est-à-dire extrêmement toxique et source d'accidents. C'est vrai également pour le fœtus que porte la femme. Alors, qu'est-ce qu'il craint, le fœtus? Eh bien, ce qu'il craint essentiellement, et ce qui est le plus notable, c'est le poids de naissance qui est notablement inférieur, y compris pour de très faibles consommations. Une étude qui vient de sortir, qui montre que même pour quelques cigarettes, le poids du fœtus est de 3 à 400 grammes inférieur aux femmes non fumeuses. Quelques cigarettes par jour ou par jour? Par jour, oui. Ouais. Oui. Et donc, c'est-à-dire que des femmes qui pensent que finalement elles fument peu et donc ça ne va pas avoir d'incidence. Si, ça a une incidence. Et c'est une incidence qui n'est pas beaucoup plus importante que celle qui fume 10 cigarettes ou 15. Donc on est avec un effet également de sensibilité par rapport au tabac chez la femme enceinte qui est très important. Une femme enceinte ne doit pas fumer si elle veut protéger son enfant. Quelle est l'importance, quel est l'impact d'un faible poids de naissance? Bon, alors je ne parle pas des prématurés, hein, ça c'est évident, mais à terme, un petit poids de naissance à terme... Le faible poids de naissance, vous voulez, est un indice pronostic en termes de santé pour les nourrissons. Indice pronostic, tous les pédiatres le savent. Hein. Bon, indépendamment par ailleurs des complications pendant la grossesse liées au tabac. Qui sont des avortements précoces, des fausses couches, voilà. Donc on est des complications propres à la grossesse, indépendamment de l'impact sur le fœtus et sur le nouveau-né. No tabac, no alcool aussi, mais pas no sport. Pas d'alcool non plus, bien entendu. Oui, bien entendu. Voilà, donc arrêter de fumer pendant la grossesse, et je le répète, c'est absolument indispensable. Indispensable. Sevrage, alors justement, le message passe, mais après, il faut le faire. C'est compliqué, c'est difficile. Alors, est-ce qu'elles sont... On dit toujours que les femmes sont également inégales face au sevrage. Pourquoi on dit ça ? Alors, elles sont inégales pour deux raisons. D'abord parce que je pense que le fait qu'elles pensent être protégées font qu'elles sont moins proactives par rapport à ça et qu'elles sont moins dans une démarche potentielle de sevrage. Elles se pensent moins à risque. Hein, et il y a des études qui le montrent, il y a des enquêtes qui montrent que la femme, finalement, pense que même si elle fume, je veux dire que c'est pas comme pour les hommes, etc. Donc le fait qu'elles se sentent moins à risque, déjà, explique en partie cela. La deuxième chose, c'est que les médecins également
vis-à-vis des femmes, sont un peu moins actifs en termes de prévention. Et ils incitent moins au sevrage, les aident moins, vous voulez dire? Ces mêmes enquêtes montrent que les femmes sont moins averties, effectivement, de la dangerosité de leur comportement et de leur addiction au tabac. Et sont peut-être moins bien prises en charge, comme on le dit parfois, même sur le plan cardiovasculaire, on l'a souvent dit ça. Hein, et bien sur le plan de la prévention, les femmes, soit parce qu'elles se sentent protégées, soit parce que les médecins pensent que ça ne va pas leur arriver à elles, ils n'y pensent pas, donc font moins d'actions de prévention. Alors vous disiez tout à l'heure, vous parlez du délai d'arrêt. Et que même si on fume beaucoup plus jeune, au moins si on arrête jeune, si on se sèvre jeune, oui, on a tout à y gagner. Bon, ça paraît évident, mais... Oui, mais pour le tabac, c'est caricatural. Ouais. Tout d'abord parce que c'est pas comme un facteur de risque, cholestérol, hypertension, où finalement on contrôle quelque chose, mais il va falloir continuer à traiter. Et je veux dire qu'il y a toujours une hypothèque qui va rester avec ces facteurs de risque que l'on contrôle, qu'on maîtrise. Pour le tabac, si on arrête de fumer, on arrête de fumer. Je veux dire que et sur le plan cardiovasculaire, c'est on-off. C'est-à-dire que vous fumez, vous êtes à risque, vous arrêtez de fumer, ce risque disparaît. Et il disparaît totalement si vous avez arrêté tôt. Il disparaît d'autant moins que vous allez arrêter tard. Si vous avez arrêté tôt, vous voulez dire après peu de temps de tabac? Après peu de temps de tabagisme. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une étude sur des femmes britanniques qui montre que des femmes qui arrêtent de fumer à 30 ans n'ont pas de surrisque de décès cardiovasculaire ultérieur qui soit attribuable au fait qu'elles aient fumé. Même si elles ont fumé depuis l'âge de 15 ans. Même si elles ont fumé depuis l'âge de 15 ans. Au niveau cœur, on parle que du cœur. Au niveau cœur, bon. Ça vaut le coup, comme dirait l'autre. Et au niveau cancer, au niveau bronchite chronique, je veux dire qu'elles se protègent également d'autant plus qu'elles arrêtent tôt. Bien sûr. Bien entendu, puisqu'on a dit que la durée comptait. Donc, arrêter tôt est un message extrêmement important, puisque la plupart des fumeurs jeunes pensent qu'ils ont le temps et qu'arrêtant à un âge, disons, moyen, ils se protégeront. Certes, mais ils ne se protégeront pas autant que s'ils arrêtent le plus tôt possible. Et si on arrête, alors vous disiez 30 ans, allez, on revient à zéro, c'est comme vous dites on et off, mais si on arrête à 40 ans? Alors, plus on arrête tard, plus on garde une hypothèque. Mais cette hypothèque, je veux dire qu'elle est pas si grande que ça. Et en l'occurrence, je crois que l'autre message, premier message, arrêtez tôt. Deuxième message, il n'y a pas d'âge au-delà duquel il est inutile de l'arrêter. Ah oui, jamais trop tard pour bien faire. Voilà, y compris chez les sujets de plus de 70 ans, voire même de plus de 80 ans dans certaines études, le bénéfice d'arrêt du tabac est réel. Et on le comprend bien, puisque les mécanismes qui créent des complications, y compris chez les sujets âgés, vont disparaître. Et donc ces mécanismes disparaissant, ils vont avoir juste l'hypothèque du fait qu'ils ont abîmé un peu leurs artères et qu'ils vont avoir plus de tendance à faire des maladies que les autres. Mais ils vont diminuer très fortement cette tendance. Alors on dit que les médicaments aussi, comme la varenicline, marchent mieux chez la femme que chez l'homme. C'est vrai ça ou pas? C'est difficile de dire qu'un produit marche mieux chez les femmes que chez les hommes. Ce que l'on sait, c'est que dans les études, les femmes ont plutôt plus besoin des aides médicamenteuses que les hommes. Donc, et pourquoi? Peut-être justement parce que cette motivation, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas aussi présente que chez les hommes pour arrêter. Et donc, quand elles décident d'arrêter, l'outil médicamenteux, qui d'ailleurs est nécessaire pour la grande majorité des fumeurs, en particulier qui sont très dépendants, est chez elles encore plus nécessaire. Donc, il ne faut pas hésiter, effectivement, à les prendre en charge d'une façon globale, avec la motivation et les outils d'aide au sevrage. Et on a fait des progrès, vous pensez, quand même, en sevrage? On n'a pas l'impression que ça va très vite. Les progrès, je veux dire que les produits, on les a. En l'occurrence, on a la substitution nicotinique, on a le bupropion, on a la varenicline, on a des outils. Le problème, c'est que les médecins les utilisent peu. Ils traitent les hypertendus avec les médicaments, ils traitent le diabète, ils traitent le cholestérol. Ils utilisent, curieusement, pas beaucoup ces produits. Pourquoi ? Eh bien, parce que je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que, comme ils ne sont pas actuellement remboursés dans des proportions très importantes, maintenant il y a un progrès avec les substituts nicotiniques, puisqu'il y a un forfait à 150 € par année civile pour les fumeurs, mais ce n'est pas une prise en charge totale. Et donc, des produits qui ne sont pas pris en charge totalement, y compris les patients et les médecins, pensent que c'est parce qu'ils ne sont pas très efficaces. Donc ils pensent que ce n'est pas très efficace. Et puis deuxièmement, ils n'ont pas appris à les manier. Et donc il faut qu'ils apprennent à les manier, il faut que les médecins utilisent ces outils pour aider les fumeurs. Et il faut que les fumeurs sollicitent leurs médecins pour avoir les outils. Oui, oui.
quand même un petit peu le monde à l'envers. Voilà, on en parlerait encore longuement, mais cette émission est terminée. Alors vous l'aurez compris, ne pas fumer est le facteur de style de vie le plus protecteur. Je fais la conclusion à votre place. Et pour celles qui fument encore et souhaitent arrêter, on vous a présenté un petit peu les choses, mais je vous propose de revoir l'excellente émission sur le sevrage. Elle est sur Fréquence Médicale. Notre journaliste Damien Amouyel a reçu Anne-Laurence, voilà, vous la connaissez, Le Faou, comme on dit. C'est notre présidente de la Société francophone de tabacologie. De tabacologie, voilà. Alors là, vous aurez, dans cette émission qui a été diffusée la semaine dernière, tous les éléments de sevrage. Professeur Daniel Thomas, merci d'avoir consacré du temps. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur la médecine au féminin.